Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, on reçoit Alex. Ok. Pour le refaire. Trop cool. Eh ben Alex, bienvenue dans le canapé des coulisses. Et pour commencer, moi j'ai envie de te proposer de te présenter de la manière que tu souhaites. Alors que ce soit en chantant, si tu as un poème sur toi, ou si tu veux juste dérouler ton CV, tout est parfait. Ok, ça dépend, en fait ça dépend du sujet, tu vois, genre là, ok, très bien, on parle impro, théâtre, donc je vais peut-être me présenter plutôt dans ce milieu-là, parce que si j'étais à Radio Médecine Douce, par exemple, j'aurais présenté mon CV plutôt en tant que praticienne bien-être, même si, bon voilà, ça fait partie aussi de mes casquettes, mais tu vois, là, la présentation, elle a déjà commencé. Oui, d'accord, ouais. Attends, je vais te présenter la présentation que je vais faire. C'est ça, c'est fourbe. Voilà, je suis Alex Casanova, je viens de Suisse, j'ai commencé l'impro à 14 ans, et en fait, c'est parce que j'avais croisé une personne dans mon cours de théâtre au conservatoire à Genève, qui m'a dit ça serait bien que tu testes ma troupe d'impro, nanana. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré les Cochons de Pitaillon. Qui sont à Genève. Qui sont à Genève, voilà. C'est une troupe junior, voilà, de match. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'impro, j'avais 14 ans. Et ça a été un vrai chemin, un vrai parcours de se dépasser, de trouver sa place. Et puis après, je suis venue à Paris pour faire une école de théâtre. Et quelqu'un du milieu de l'improvisation m'a dit, donc là je pense à lui, ça m'émeut, m'a dit, même si tu veux continuer à faire du théâtre, n'arrête jamais l'impro. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai continué malgré tout à faire de l'impro. Et finalement, c'est l'impro qui m'a aidée à rencontrer des amitiés à Paris. Parce qu'en fait, le milieu du théâtre, d'autres, même le milieu du job alimentaire, ça restait un petit peu artificiel. Et c'est vraiment l'impro qui m'a mis dans un mood, dans une bonne ambiance, une bonne énergie pour rencontrer des gens, pour pas se prendre la tête et s'accepter tel que l'on est. C'est un milieu hyper ouvert quand même, en général, genre qu'on rencontre pas du tout le même job alimentaire, mais la même passion et le même engouement pour se lâcher sur scène ou ailleurs. On n'est pas en train de se comparer, on est vraiment au contraire dans un esprit d'ouverture en fait et de rencontre. Après on a l'extrême inverse de la philosophie de l'improvisateur ou de l'improvisatrice, c'est où on est trop en train de faire des blagues, du coup on sait plus le vrai du faux. Mais voilà, donc vraiment ça c'est le parcours de l'impro qui a été donc toujours nourri par une expérience dans le milieu du théâtre, des stages que j'ai faits, et un peu plus en profondeur sur la quête de l'existence. J'ai fait des études aussi en sophrologie, en thérapie psychocorporelle, donc vraiment pour en savoir plus sur l'être humain, son fonctionnement, les émotions. Et c'est toujours des informations supplémentaires qui peuvent t'aider en tant que comédien ou en tant que directeur d'acteur ou coach. Voilà, ce sont vraiment des sujets qui m'intéressent et qui m'intéresseront toujours parce que ça ne s'arrête jamais. La psychologie, ça évolue, l'être humain évolue, l'esprit évolue, les reconnaissances évoluent. Et voilà, mélanger le jeu, l'enseignement, l'accompagnement, c'est vraiment une dynamique qui me plaît pour le moment. Voilà, donc j'ai toutes ces casquettes-là. Je suis très très curieuse, j'ai toujours soif d'apprendre. Et voilà, ça m'épuise parfois. Faut avoir le temps de se recharger un peu quelques jours parfois quand tu donnes beaucoup, j'imagine des formations à plein de personnes en même temps en entreprise, où ça peut tu peux beaucoup donner. Et avant, il faut un peu se recharger un peu. C'est ça, ouais, c'est le truc d'animer des groupes. Il faut être porteur, il faut être moteur, même si l'expérience fait que tu arrives mieux à trouver l'équilibre entre ce que tu donnes et ce que les autres doivent faire finalement, parce que c'est aussi de leur responsabilité
d'agir. Mais voilà, c'est vrai que quand on fait beaucoup d'animations de groupe, là en ce moment je fais beaucoup ça peut être un peu épuisant, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, on voit pas le temps qui passe, quoi. Tu le sais. Et oui, ça te porte. Et niveau temporel, jusqu'à quel âge t'étais en Suisse et quel âge t'es arrivé à Paris? Alors moi je suis née à Genève, J'ai fait la fac à Genève, j'ai une licence en philo, et donc j'ai fait le conservatoire, et après en fait avoir obtenu ma licence, je suis partie un peu moins d'un an à New York parce que je voulais aller à Broadway parce que évidemment. je suis fan de comédie musicale. Donc j'ai fait un campus pour un peu pratiquer l'anglais, puis tâter le terrain, et quand j'ai trouvé une superbe école qui coûtait $30,000 l'année, j'ai dit oh thank you, bye bye. Voilà. Donc là j'avais 23 ans. Et en fait, c'était en 2011-2012 que je suis partie. Et en fait, fin 2012, je suis arrivée à Paris. Là, en novembre 2012, j'ai débarqué à Paris, chez un ami, je connaissais personne. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans donc, que je suis arrivée à Paris. Félicitations. On a dû ramener des bougies pour fêter ça. C'est ça, c'est l'année du bilan. Et après ce bilan, je me dis qu'il faut quand même que je me donne encore un petit coup de boost sur le fait de plus jouer à un niveau professionnel. Voilà, c'est mon souhait. S'il y a des gens qui veulent engager quelqu'un... Voilà, on lance des annonces. Non, c'est ça, j'en profite. Ouais. Et j'ai vu dans ton parcours, t'as aussi donné des cours de danse. Ah oui. Je suis allé fouiller, moi j'ai chopé des infos. Ouais. C'était quoi le style de danse ou le contexte? Du hip-hop. Ouais. Ok, très stylé. En fait j'ai toujours dansé. Je suis aussi d'origine péruvienne, donc dans la famille ça dansait la salsa, c'était la fête tous les week-ends, donc j'ai le rythme qui me titille, quoi. Et donc j'ai fait de la danse classique, évidemment le parcours de la majorité des jeunes filles. Et puis après, une fois que j'ai pris mon courage à deux mains pour affirmer ce que je voulais, et j'ai fait du hip-hop. J'en ai fait pendant 6 ans, du hip-hop. Et j'ai enseigné pendant 3 ans dans un centre d'activité pour jeunes, quoi. Je devais avoir 16 ans, quoi. Voilà, c'était 2016. Sur Internet, on peut trouver des battles ou des trucs historiques ou pas? Non, je ne crois pas. Je crois que même si ça existait, tu m'aurais dit non, je crois. Non, c'est ça. Tu peux appeler peut-être mon père qui aura toujours une vidéo qui filme tout, mais sinon, non. Génial. D'où aussi psychocorporel, tout ça. Tout est connecté. Tout ce qui est dans le corps, j'adore. La danse, j'adore. Je trouve ça hyper libérateur. Là, je continue à faire de la danse, plus en pratique, moins en cours, parce qu'il y a eu le confinement, ça a un peu tout cassé. Mais maintenant, je fais de la danse swing, du Lindy Hop. Le truc qui rebondit partout, là. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Voilà. Trop cool. Donc là, c'est plutôt année folle. Pareil, dans cet esprit où on s'amuse, on est ouvert. Et quand on va dans des balles swing à Paris, c'est vraiment bon enfant. Et... Je vois bien. Voilà, bonne ambiance. Trop cool. Trop cool. Et du coup, alors actuellement, toi, c'est quoi les spectacles phares que tu as en ce moment, toi? Alors, avec Impro Studio, il y a l'anecdote insolite. Tous les mois, évidemment, le vendredi soir. Au Kipélé. Et puis, là, pour cette année, il y a Impro Story, qui est un spectacle de la grimace qui revient, où on fait une pièce de théâtre improvisée d'1 heure. Ça part d'une suggestion du public qui devient le titre de la pièce de théâtre et d'un lieu de départ. Ok. Après, la particularité avec ce spectacle, c'est qu'il est assez déjanté. En fait, on se donne la liberté de faire ce qu'on veut. Okay. Donc souvent, quand on invite des improvisateurs ou improvisatrices à jouer avec nous, on est vraiment, on les encourage à proposer du game, en fait, proposer du jeu, mais dans ce contexte de créer une pièce de théâtre quand même. Ouais, puis c'est un long forme, du coup, faut quand même pas être trop déjanté dès le début, sinon après à garder tout le long, c'est assez mais complexe. En tout cas, dans ce fil conducteur solide,
On essaye d'intégrer des petites scénettes qui viennent en fait vraiment donner une bulle d'oxygène, une bulle d'absurdité à la grimace. Dans ce format-là, les joueurs et joueuses sont bien dans l'absurde. On utilise des accessoires, des perruques et Ah, tout. ok. Donc Génial. voilà, nous ça nous donne la liberté d'aller plus loin dans la création de personnages et voilà, et dans la création de l'histoire devant le public. Ah, chouette. Voilà. Donc ça c'est un pro story. Évidemment il y a un pro playlist. Donc le concert improvisé, où on demande un style musical et le titre de la chanson, et on chante, voilà, on crée la chanson. Et ça, c'est plusieurs scénettes, ou c'est pas la même histoire pendant 1 heure, ça? Non, c'est comme un concert, c'est comme le format d'un concert, où il y a une suite de chansons. Là, la seule différence, bon, c'est que c'est improvisé, évidemment, et que le public choisit à chaque fois le style. Donc ça peut aller du jazz au hardcore, on a eu Electro Swing aussi, Bollywood, voilà. Et ce spectacle, oui, on accepte tout. Le et concert, après, vraiment bon. Alors là, il y a une musique hardcore, une musique swing, et voilà. un bal musette après. C'est bon, ça, donc, exactement. On accepte tout, et puis après, le public assume ce qu'il a demandé aussi. Hein. Bah c'est de sa faute si ça lui plaît pas, il avait qu'à mieux choisir. Donc vraiment, ça c'est bon enfant. On essaye quand même de travailler la technique, de chanter juste, de travailler certains styles, certains sujets par rapport au style. Par exemple, aux entraînements, quand par exemple on travaille sur le blues, on étudie quelles sont les thématiques qu'on retrouve tout le temps dans le blues. Et ça peut nous servir à demander une suggestion publique, justement. Ok. C'est par exemple le blues, peut-être des peines de cœur, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est pesant, qu'est-ce qui est lourd à porter, etc. Ou qu'est-ce qui vous fatigue. Là, on va demander, on va dire, je sais pas, le surmenage. Et donc, surmenage, ce sera le thème de cette chanson. Et puis là, on part... Ah, ouais, du coup, tu demandes d'abord le style et ensuite tu aiguilles. Tu sais que dans ce style-là, il y a telle ou telle thématique. Du coup, vous allez aiguiller le public pour donner une bonne thématique qui colle. Voilà. Ah, ok. Parce qu'on est vraiment, on a gage de quand même donner de la qualité, même si l'impro, on est toujours à titiller la limite, tu vois, de la bascule. En fait, ça peut tout de suite devenir très mauvais, mais à ce moment-là, on va à fond dans le très mauvais, et là, on assume. passe. Du moment qu'on assume, ça passe. Ça passe. Mais on essaie quand même de chanter juste, parce que pour un concert improvisé, je sais que dans les catégories d'impro, dans les matchs, ça fait son charme, mais voilà, c'est juste le temps d'une impro de 3-4 minutes. Puis après, on arrête de chanter comme des casseroles. Mais là, comme c'est 1 heure de spectacle aussi, on aimerait bien que ce soit quand même quelque chose d'agréable pour le public. Après, tu dis essayer de chanter juste, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu Alex, elle chante extrêmement bien. Et t'avais pris... Il y a un moment dans ta vie où t'as pris des cours, ou c'est chez toi, tu chantes sous la douche ou, Ouais, en fait, quand j'étais au lycée, j'étais à la chorale du lycée, et c'est le seul moment où j'ai pris des cours. Jamais eu de cours perso ou de chorale plus grande après ou... Ok. Non, c'est cool. Et puis c'est aussi de travailler avec la grimace, on s'entraîne, donc on travaille aussi sur... Et puis il y a plein de musiciens aussi dans l'équipe, alors forcément ça te porte. Ouais. Et il y a un autre spectacle d'impro dans lequel j'ai été invitée, et je pense que je vais y aller de manière un peu plus récurrente, c'est Résilience. Pareil, c'est un concept long forme, sur le parcours d'un héros à qui il lui arrive un événement grave, et on va voir comment est-ce qu'il réagit, comment son entourage réagit, et s'il arrive justement à entrer dans la résilience. Et c'est du coup le public choisit c'est quoi l'événement? C'est tiré au sort, le public tire au sort des cartes, donc il y a déjà en fait... il y a des numéros qui sont attribués aux comédiens et comédiennes. Il y a des cartes d'événements marquants, par exemple un accident où tu apprends que tu es séropositif ou des choses comme ça. Et la carte de quête, donc, un peu ton rêve, ta motivation intrinsèque, la motivation du héros. Et après, avec tout ça, on crée un format long, d'1 heure, une pièce de théâtre long, où là, on essaye quand même d'être dans de l'incarnation plus dramatique. Voilà, dans un théâtre, un jeu. Tu vas moins essayer de faire moins de blagues, moins de cabotinage. Ouais, quelque chose de plus incarné, de plus posé, donc
Oui, qui se rapproche plus d'une pièce de théâtre plutôt dramatique. C'est une fois par Oui, mois, par mois, quelque chose comme à ça. l'improviste. Et je trouve que c'est un concept vraiment très très intéressant et ça amène justement les comédiens, les comédiennes à aller dans une autre interprétation de rôle, dans quelque chose de plus posé. On va moins chercher la blague. La blague. La punchline. Même s'il y a des moments légers aussi, c'est pas tout le plombant. C'est comme un film en fait au cinéma. Il y a des moments où on suit la trajectoire du héros et après... Et puis des moments qui sont drôles malgré eux. C'est ça, avec des personnages qui viennent, pareil, des petites parenthèses un peu plus légères. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que on sent l'influence de personnes qui viennent du milieu du théâtre, qui veulent justement aller un peu plus loin dans l'incarnation de personnages. D'accord. Voilà. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Ouais, plein de chouettes spectacles à aller voir du coup. Oui. Et tu as parlé d'Avignon avec la troupe. Alors est-ce que, nous en tant que troupe naissante, là les 15 000 milliards, on commence notre année juste avec notre propre cadre, quoi, et on se posait la question, est-ce que toi tu recommandes à une troupe d'aller faire Avignon ? Si vous êtes riche, oui. À ce point-là, ouais, Guylain nous avait parlé aussi de ça, qu'il y avait vraiment, au niveau de la location et de l'investissement, qu'il ne fallait pas espérer, même être à l'équilibre, c'était une victoire, quoi. Ouais, donc moi ce que je vous conseille, parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience à vivre, normalement l'idéal ce serait de jouer tout le mois. Après vous pouvez trouver une autre troupe où vous faites moitié-moitié. Tout le mois, oui, on book un théâtre. Ouais, parce que de toute façon, on les book au mois, ils ne bookent pas à moins que ça. Du coup, c'est on ça. se partage avec un autre théâtre. Ok, oui. Après, par rapport à la com, ça va être plus difficile aussi si vous partagez le créneau. Donc ça, je te donne l'info comme ça parce que le théâtre, il va communiquer sur un spectacle et puis en plein milieu, communiquer sur un autre spectacle. En fait, le rythme, dès que Avignon commence, en fait, le rythme est lancé. Donc, si tu arrives à la fin de la première quinzaine, tu débarques, tu sens, en fait, tu le sens qu'il y a déjà eu 15 jours de démarrage, en fait. Ouais, puis tu tapes aussi un peu l'inertie du groupe d'avant toi que tu relais, en fait. Donc ça, c'est une possibilité à étudier. Par contre, on va développer l'hypothèse de faire tout le mois. Donc là, cette année, c'était du 7 au 30 juillet. Ok, ce que vous avez fait avec les grimaces ? C'est ça. Vous êtes reliés, vous n'étiez pas tous là tout le mois, mais il y avait une équipe tout le mois pour faire le spectacle. Quoi. Ouais. Okay. Normalement... Tous les soirs. Mais normalement, il faut avoir quelques jours de relâche quand même. Donc ça, c'est à poser avec le théâtre. Et c'est important de le faire. Et donc sur la communication, c'est là où tout va se jouer. Vous êtes une troupe, pas très connue, au milieu de 1500 spectacles. C'est incroyable, la compétition est juste démentielle, quoi. Donc il faut trouver le moyen de se démarquer dans la parade, donc dans le tractage la journée en fait. D'accord. Je sais qu'une troupe d'impro qui s'appelle un truc avec poney. Les poneys de bain ? Non, je connais une équipe qui est en Belgique et qui s'appelle comme ça. Once Upon a Time. Eux, déjà, ils portaient des t-shirts de couleur. Ouais. Et en fait, leur parade, pour distribuer des tracts, ils faisaient des chorégraphies. Ok. En fait, voilà, où ils se déplaçaient d'une certaine manière, ce qui attirait l'attention. Donc, c'était juste un groupe qui donne et qui traque. C'est ça, l'effet de groupe. Nous, avec la grimace, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur les terrasses, on demandait des thèmes et on chantait sur mesure. Mais après, c'est vrai que pour nous, c'est très épuisant parce que finalement, toute la journée, on fait un spectacle. Tu joues et tu joues le soir. Voilà, c'est ça. Et le soir, on fait un autre spectacle. Avec la chaleur et tout, il faut vraiment bien s'organiser pour faire un parallèle avec des copains-copines qui, eux, étaient dans des pièces de théâtre. C'était vraiment le tractage, c'était de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, on se repose, après on s'échauffe, après on joue. Donc il y avait vraiment une vraie organisation. Donc si vous voulez le faire, il faut être assez cadré. Ouais, il faut pas faire des grosses soirées tous les soirs parce que si on commence à tracter qu'à 16h, voilà. on risque pas d'avoir grand monde. Quoi. Après ça dépend si tu joues tard. Nous on jouait à 22h, on commençait à tracter à 18h. Ah oui, ça fonctionnait. Ouais. Après Avignon,
Après le Covid, ça revient petit à petit, hein, mais il y avait quand même plus de spectacles que de spectateurs en général. Mais ouais, le conseil que je peux vous donner, c'est mettez de l'argent de côté avant d'y aller. Donc jouez, rodez-vous, faites plus de scènes en Île-de-France ou ailleurs. Remplissez votre trésorerie et offrez-vous voilà, cette aventure, mais en connaissance de cause, quoi. Ouais. Vraiment comme si vous alliez jouer au poker, vous allez au casino, vous savez que cet argent, peut-être que vous n'allez pas, vous n'allez pas le retrouver. Mais en tout cas, c'est une sacrée aventure. C'est vraiment une sacrée aventure parce que être dans la vieille ville d'Avignon, en plein milieu d'artistes, où on est tous dans la même énergie, en fait. Il y a vraiment quelque chose de magique à vivre ce festival. Et puis si vous êtes sensible aux arts de la scène, là vous êtes servi, hein. Que ce soit du masque, du clown, de la danse, du théâtre contemporain, classique, là vous avez de tout. Même du cirque. Ouais, et puis de l'impro au milieu de tout ça. Oui, l'impro, évidemment. Là, je crois qu'il y avait quand même 5 troupes d'impro. Hein. Il y avait des Canadiens aussi qui étaient là, des Belges. Ouais, qui étaient bien motivés. Bah ouais. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est de le vivre au moins une fois dans sa vie. Mais pour pas que ça devienne une mauvaise expérience, ouais. Donc le faire au moins une fois bien, et puis après voir, est-ce qu'on ne va pas plutôt faire c'est ça. Des tournées en région, en France, là où il y a moins de compétition. Oui, voilà, parce qu'après il faut remplir. Hein, donc en moyenne, un théâtre de 40 places, je pense que c'est bien pour débuter, quoi. Ouais, oui, carrément. Voilà, et il y en a. C'est sûr. Et bien, ouais, ça donne envie quand même. Ouais. On s'était dit, on va rester à côté de la maison d'un ami ou Aix-en-Provence et faire les petits villages tout autour. On se dit, là au moins il n'y a pas de compétition. Ouais. On a juste envoyé l'affiche à la mairie et puis aller tracter 30 minutes. Et puis en fait, ça suffit pour remplir. Mais Avignon, avec la compétition, ça n'a pas l'air d'être la même salade, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Et du coup, alors tous ces spectacles, et alors du coup, après, voilà, ton expérience à Genève, à Paris, est-ce qu'il y a des moments ou un moment où tu te souviens d'un déclic d'apprentissage où tu allais, je sais pas, en jouant ou en voyant un spectacle, tu t'es dit mais oui, ça clique super bien, il faut que je l'intègre, il faut que je le peaufine au niveau de mon jeu. Est-ce que, je sais pas, il y a des déclics d'apprentissage avec un ou une prof en particulier ou sur une scène qui te vient comme ça? Pas forcément dans l'impro ou bien que ce soit de l'impro ou du théâtre, quand tu travailles un personnage ou autre chose. Mais j'avais pris un cours de masque et de jeu corporel. Et alors masque, c'est quand on a un masque, c'est pas nos yeux, c'est d'autres yeux. Non, c'est l'ensemble du visage. C'est l'ensemble du visage et t'as juste tes yeux à toi. Ok. Voilà. Après, on a abordé plusieurs types de masques, parce qu'il y a plusieurs types de masques aussi. Il y a des demi-masques comme à la Comédie dell'Arte. Ouais. Il y a le masque entier, puis dans le masque entier, il y a le masque neutre, il y a le masque larvaire. Enfin, il y a plusieurs. Le masque larvaire, c'est quoi ça? En fait, c'est les plus mignons en plus. C'est un masque plus gros et blanc. Oui. Et les yeux sont des ronds. Et en fait, chaque masque a sa fonctionnalité. Par exemple, le masque larvaire va plus te rappeler l'enfance. Il y a un petit côté enfantin en fait dans le masque larvaire. Ah oui, c'est pas des fentes pour les yeux, du coup c'est plus enfant. C'est plus innocent, des yeux ronds. Ouais. Oui, ok. Et donc voilà, selon le type de masque que tu portes, tu vas avoir une manière de te déplacer différente en fait. Et un peu comme le clown, hein, parce qu'en fait le clown, le nez, c'est le plus petit des masques. Oui, c'est vrai. Donc, comme je le dis, ouais, c'est pour une chose juste qui met une barrière entre ton vrai visage et le public, quoi. C'est ça. Et en fait, ce que j'avais aimé en découverte dans le masque, c'est le côté un peu sacré, justement, du masque ou du nez. Le cours que j'ai fait a vraiment utilisé le geste de mettre le masque et d'enlever le masque dans un rituel hyper conscient. D'accord, c'est vraiment The Mask avec Jim Carrey, quoi. Tu mets le truc, ça, là, tu te transformes, genre. C'est ça. Ouais. Et j'ai vraiment aimé ce côté, on met de la conscience parce qu'on va rencontrer ce masque, on va rencontrer son énergie, on va se laisser, en fait. On est vraiment dans
dans un vrai lâcher-prise et on laisse émerger ce qui vient. Et en plus, on est très très à l'écoute de tout ce qui se passe. Parce que comme on clown aussi, on est vraiment sur des points fixes, sur ce qui est mis... ce qui est vivant en fait, les réactions, toutes les réactions du public de dehors, etc. Et après, tu te laisses... Enfin, je trouve que c'est une expérience hyper intuitive. C'est que tu laisses aller les premières choses qui te viennent. Tu vois, tout ce qui vient, ou instinctif, je sais pas, c'est vraiment... Et je me souviens, la première fois que j'ai mis un masque, donc avec ce rituel où tu dois prendre 10 secondes justement pour te mettre face au masque, tu respires, après tu mets ton masque et après tu reprends 10 secondes pour lever la tête, ouvrir les yeux et ensuite ressentir le masque. Ouais. Et je me souviens, la première fois, j'ai pris une voix, genre j'avais jamais je savais pas que je pouvais avoir cette voix-là. J'avais pris une voix un peu bizarre, un peu comme ça. Okay. Et puis, ce qui était drôle, c'est que le prof, dans sa pédagogie, en fait, il faisait connaissance avec le masque. Donc, dans sa manière d'interagir, il était vraiment en mode « Bonjour, madame, comment ça ?» Oui, il se présentait une nouvelle personne. Ouais, c'est ça. D'accord. Et je me souviens que le nom de mon personnage, c'était Harissa. Voilà, c'est ce qui est sorti. Harissa. Ok, un personnage super épicé. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'était une expérience, vraiment de se détacher, de se laisser... Enfin, c'est une expérience qu'il faut vivre, mais pour moi, ça a été une vraie révélation de lâcher prise, de confiance, d'autorisation. Vraiment, ce côté, je m'autorise à faire ce qu'il y a à faire, à sortir ce qu'il y a à sortir, sans avoir peur justement du jugement de l'autre, du regard de est-ce que j'articule bien, est-ce que je me positionne bien, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils aiment pas. Là, j'étais vraiment dans une vraie incarnation, dans une vraie rencontre. Et ça a été une révélation pour moi. Ça m'a permis de me détacher un petit peu plus du regard des autres, parce que là, ça va être le propos féministe. Allez, parce que en tant que femme, oui. Évoluer dans le milieu de l'impro, où il y a quand même une dominance masculine, une énergie beaucoup plus imposante. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, en fait. Ouais. À m'autoriser, à l'accepter, à trouver un moyen d'exister. Et voilà, c'est à travers d'autres pédagogies, d'autres expériences que j'ai petit à petit appris à trouver mes points forts aussi, parce que je me comparais beaucoup. C'est très dur de se détacher de la comparaison, ça. Ouais. Et surtout d'apprendre à m'imposer, mais à exister sans m'imposer de manière violente, on va dire. Être assertif. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, et je pense que tous ces petits stages, tous ces petits trucs en plus qui permettent de développer un point de vue différent, ça m'a nourri et ça m'a autorisé. J'aime bien ce mot, ça m'a vraiment autorisé. Je me suis donné des autorisations à faire de plus en plus de choses en fait. Et vraiment à me lâcher la grappe. Mais là, je suis vraiment encore... là, c'est... Comme tu dis, c'est un peu naturel aussi d'être un peu... de se prendre un peu la tête, quoi. Côté perfectionniste aussi. Et le masque, le clown, en tout cas cette expérience-là, m'a vraiment fait prendre conscience qu'il existe un monde où on peut s'autoriser en fait à tout lâcher et à être hyper créatif. Pour moi, c'est ça la vraie créativité. Tu te laisses en fait transcender par l'art, quoi, par ce qui vient. Ouais, tu te poses pas la question du jugement, tu dis vas-y, je vous montre exactement ce que j'ai dans le cœur et puis si vous aimez pas, tant pis pour vous. Ouais. Et c'est ça que je trouve bien aussi dans l'improvisation, c'est qu'on est vraiment dans une vraie réaction dans le moment présent. Même si les pièces de théâtre, le travail de l'acteur, c'est de faire croire que tout arrive pour la première fois, donc c'est aussi un art. Je trouve que pour le comédien ou la comédienne qui joue, je trouve que c'est plus un kiff justement de réellement vivre les choses dans le moment présent, quoi. Voilà. Ouais, carrément.
Et l'exercice du masque, du coup, même quand t'as pas de masque et que tu fais une impro, est-ce que tu y penses en mode, ok, je fais comme si je mettais un masque et je laisse aller tout ce qui vient, et puis ça te met une sorte de bouclier entre toi et le public pour dire, bon bah là, je mets un masque, c'est totalement mon personnage, et je l'incarne, et je me protège de votre jugement, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, toi, qui te vient quand tu vas sur scène et qui te rappelle le masque ou pas? Bah, j'essaye justement de plus en plus de l'incarner corporellement sans avoir forcément besoin d'avoir un masque. Oui. Et ouais, c'est cette rencontre avec le personnage. Maintenant, dans l'impro, enfin dans la plupart des spectacles d'impro dans lesquels je joue, c'est quand même, il y a un rythme où il faut produire assez rapidement. Donc, j'ai pas tout le temps de faire ce rituel-là, mais j'essaie de le faire en accéléré, et je pense aussi avec la pratique, j'arrive à de plus en plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas peut-être dans résilience. Je pourrais, parce qu'on a un peu plus le temps de poser les choses, d'aller chercher, puiser dans la construction d'un personnage avec son passé, de quoi est-il chargé. Enfin là, on a vraiment le temps de faire sur un très court terme le travail qu'un comédien fait lorsqu'il étudie un rôle, en fait. Parce que quand tu étudies un rôle, bah, tu te racontes l'histoire du personnage et pourquoi il en est arrivé là où c'est la scène qu'il doit jouer, en fait. Et limite, toi, tu vas décrire tout son passé, même des choses que tu vas pas dire sur scène, juste pour que ça te charge, quoi. C'est ça. Et j'aime beaucoup ce côté charger le personnage. Peut-être que je vais écrire un concept d'impro qui s'appellera Charger le personnage. Chargez-le. Bah, en fait, on avait fait ça avec une autre troupe d'impro en Suisse. Donc après les matchs, comme j'avais le théâtre à côté, c'était trop différent pour moi. J'avais besoin de quelque chose de plus posé, justement, parce que le match, c'est vraiment aussi un rythme. Oui, c'est très dynamique. Et j'ai intégré une autre troupe d'impro qui faisait plutôt des cabarets ou des longs formats, qui s'appelait Les Barbares de Chocolat. Oh, c'est trop mignon. Donc je crois qu'ils existent toujours, donc salut les barbares. Donc j'étais une barbare de chocolat. Et on avait créé un concept, une sorte de cluedo, donc sur un huis clos. Sur un long format, et la seule chose qu'on devait travailler, c'était nos personnages, justement. On avait travaillé en amont, on avait une fiche pour créer le personnage, et on l'avait travaillé en amont, comme ça on avait vraiment nos personnages bien chargés. T'arrivais sur scène, t'avais déjà ton personnage précis, c'était pas suggestion du public, le public suggérait autre chose, par exemple l'intrigue ou l'arme du crime. Exactement, il déterminait les relations entre les gens, si c'était positif, négatif ou neutre. Et puis, évidemment, il déterminait l'arme du crime, qui était le coupable, mais après, on devait créer aussi l'intrigue autour de l'absent. Il y avait un absent, en fait, dans le cluedo. C'était ça qui était drôle, ce qui était intéressant aussi. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on était vraiment dans l'exploration de comment réagit le personnage qu'on a créé. Parce que quand on n'a pas trop le temps justement de créer le personnage, bah c'est plus le comédien, en fait, dans son imagination, qui va donner une impulsion au personnage, même s'il arrive très bien à se mettre dans sa philosophie. Si tu joues, je sais pas, un mec hyper bienveillant, hyper altruiste et tout, bah tu sais que de sa manière de parler, ça va être bienveillant, puis face à quelqu'un peut-être qui est violent, il va dire « Ah mais t'inquiète pas, laisse-le s'exprimer, lâchez votre colère, monsieur. » Voilà, donc tu sais que spontanément tu peux être dans l'évidence que ce type de personnage peut dire ou peut avoir comme philosophie par rapport à lui, par rapport aux autres et par rapport au monde. Par contre, quand tu vas venir un peu plus loin dans la création de ton personnage, t'es moins dans la caricature, en fait. Peut-être que lui, dans sa vie de famille, il sera peut-être plus sarcastique, et dans le milieu pro, il sera plus dans l'évidence, quelque chose de plus lisse. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir le temps de créer des personnages pour créer du jeu, en fait. Parce que finalement, ce sont tes manières d'agir et de réagir qui vont créer, en fait, du jeu avec avec tes partenaires. Du coup, ça, c'était avec les Barbares de Chocolat. Et ça s'appelait comment, le spectacle ? C'est plus une sorte de un cluedo au chocolat. C'est ça, un cluedo au chocolat. Ça fait pas mal de troupes par lesquelles t'es passé. Du coup, moi, une des questions que j'ai envie de te poser, c'est quoi les moments les plus marrants ou les plus
qui t'ont généré le plus d'émotions ou je sais pas, de connivence sur scène? Est-ce que t'en as quelques-uns comme ça qui te viennent, où c'était vraiment, t'es sorti de la scène et t'as fait, mais là les potes c'était dingue, genre on refait ça demain quoi. Enfin... Ah ouais. Avec c'est un spectacle que j'ai pas évoqué, mais c'est le spectacle Fauteuil d'orchestre Ah oui. qu'on a fait avec les Smoking Sofa. Oui, il y a toujours quelqu'un qui peut aider, guider l'impro qui est en cours. C'est ça, en fait, c'est un narrateur qui va débuter le conte, qui va se dérouler devant le public, et on a donc des comédiens qui jouent, improvisateurs, et un chœur qui va venir faire en support la musique et le son, même des bruitages. Enfin, voilà. Il y a un chœur qui vient, qui a vraiment une vraie fonction de chœur aussi, en tant que soutien, incarnation, donner du jeu. Et je me souviens, mon premier fauteuil d'orchestre, c'était pour les 72 heures de l'impro. Et donc, je ne sais plus dans quel théâtre on était, mais c'était peut-être le théâtre des Deux Ânes, mais c'était un grand théâtre. Enfin, il y avait des centaines de personnes. Et la grosse émotion, c'est la standing ovation. En fait, quand tu vois qu'il y a 3 étages qui sont comme ça en train de t'applaudir, c'est quand même ouf. Et pour moi, ce spectacle, c'est un spectacle qui devrait être produit par des professionnels. Là, je donne encore un message, mais je trouve que c'est un concept magnifique. En plus, celui qu'on a fait là au Théâtre du Gymnase, donc sur une scène beaucoup plus grande. Je suis modeste, mais avec du recul, je trouve que pour de l'improvisation, c'est d'une qualité mais exceptionnelle en fait. Clairement. Surtout, on s'est pas entraîné, on n'a jamais pu tester le format de cette scène. Parce que nous, on a l'habitude de jouer sur des scènes plutôt petites ou moyennes en fait. Mais le format du Théâtre du Gymnase, on a quand même créé une mise en scène spontanée, un équilibre de plateau assez juste. Et voilà, je suis vraiment impressionnée par... j'ai pu le voir justement sur Canal Impro là. Et je suis vraiment impressionnée par cette qualité-là, alors que tout est improvisé. Vraiment. C'est fou. L'intelligence collective, son paroxysme. Ouais, et je trouve... Et en fait, pour moi, c'est vraiment là où je prends le plus mon pied. J'ai pas genre l'événement, voilà, mais quand je me sens en connexion avec la troupe, en fait, c'est là où je suis bien. Parce que pareil, là où je suis pas bien, c'est quand je me suis pas sentie connectée avec les gens, quand j'ai pas senti qu'on s'écoutait, qu'on était plus chacun dans notre truc. Ouais. Là, je peux très mal vivre justement un spectacle. Voilà. Pour moi, peu importe la finalité, en fait, si à la fin on était connectés, on s'est amusé, moi je prends mon pied à chaque fois. Trop. Du coup, tu parles de connexion, et est-ce qu'il y a des ponts que tu fais entre ta pratique de l'impro et la sophrologie? Parce que du coup, la sophrologie, c'est quoi? C'est des coachings personnalisés, ou c'est des choses en groupe? Moi, je fais les deux. Les deux, d'accord. Ouais. Et il y a des liens que tu fais entre les deux, ou tu te sers de la sophro dans certaines scènes, ou tu dis n'importe quoi, je sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. J'utilise plutôt ça en technique d'ancrage et de relaxation pour gérer le trac, le stress et pour s'ancrer en fait, pour travailler aussi sur la respiration. En fait, la pratique de la sophrologie, c'est vraiment une pratique qui vient te donner des outils pour savoir respirer, avoir une respiration calmante, comme une respiration énergisante en fait, c'est pas que de la relaxation, ça peut aussi te donner des outils pour te redonner un peu d'énergie, des outils pour t'ancrer, donc vraiment le côté moment présent, encore une fois le corps pour ressentir tes sensations corporelles, et je trouve que ça développe une conscience en tant que comédienne qui peut servir encore une fois à la création de personnages en fait. Est-ce que le personnage il respire très petit? Est-ce qu'il est hyper expansif? Ouais. D'accord. Même travailler sur la douleur corporelle, tu vois, s'il a une douleur quelque part, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment cette conscience, développer cette intelligence corporelle, cette intelligence émotionnelle qui fait qu'une fois que tu arrives à les apprivoiser, en fait, à jouer avec elles, tu peux les mettre au service de tes personnages, en fait.
Quand tu t'observes toi, il y a aussi ça en fait. Là, c'est vraiment le travail de toi à toi, de moi à moi. C'est savoir me connaître. Et savoir, ok, là je sens que je suis un petit peu fatiguée, il faut que j'utilise tel outil pour me mettre dedans. Ou là je sens que je suis un petit peu stressée, donc je vais utiliser tel outil pour un petit peu me détendre. Et quand je donne des cours d'impro, moi j'aime bien commencer par une petite séance d'ancrage en fait. Déjà parce que ça ne fait de mal à personne. Ouais, mettre de côté ce qui se passait dans la journée, c'est dire là ça. on est ici et maintenant. Ouais. Et c'est vraiment, c'est vraiment une petite parenthèse où on peut un petit peu se déconnecter et se connecter justement à ces sensations corporelles, parce que souvent tout se passe au niveau de la tête, tout se passe au niveau de la respiration haute, on est en apnée en fait tout le temps parce qu'on est dans la performance. Et moi j'aimerais bien, même si à l'impro on est venu chercher du fun et tout ça, quand même offrir ça en fait, offrir ça aux élèves, offrir ça aux personnes que j'accompagne. Et pour la sophro, donc vraiment purement sophrologie en séance individuelle ou en séance de groupe, là on est vraiment que sur des thématiques relaxation, détente, visualisation. Justement, il y a tout un processus où on développe la conscience corporelle, la conscience émotionnelle, la conscience intuitive. Donc c'est aussi développer... C'est quoi la conscience intuitive ? Je vous explique tout de suite. Radio Médecine. La conscience intuitive, c'est vraiment essayer de se comprendre dans les messages qu'on reçoit de nous-mêmes. Okay. Genre un pressentiment, un ressenti. Et essayer de comprendre quelle est l'information derrière ça, en fait. Pareil, une image spontanée. Savoir pourquoi ça sort et qu'est-ce que j'en fais. C'est ça. Okay. Qu'est-ce que ça signifie ? Et là, c'est comme décrypter son langage interne, en fait. Okay. Et ça devient, c'est assez influencé aussi par la psychanalyse jungienne, l'interprétation des rêves, donc tout ce qui est archétypal, les images archétypales et les références de l'inconscient collectif, inconscient universel. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour débloquer une certaine problématique, peut servir aussi à amener en fait de la connaissance, du savoir sur soi, pour un peu comprendre pourquoi je réagis tout le temps de telle manière face à tel type de personne ou des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur un aspect plus accompagnant, voilà. Là où je peux allier les jeux de l'impro ou du théâtre à la sophrologie, c'est quand je fais du sophro-coaching, on appelle ça. Oh yeah, yeah. Okay. I'm so in, quoi. Sophro-coaching, aisance orale ou prise de parole en public. Okay. Souvent, ce sont des gens un peu introvertis, un peu timides, qui viennent vers moi. Tu as les aider à se projeter et puis à se préparer avant de monter sur scène. Ouais. Qui viennent me demander un coaching. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, et c'est ça toute ma plus-value, c'est là aussi je me vends un message. La meuf, elle est là. Vas-y, je t'en prie. Il y aura un temps à la fin aussi où tu pourras refaire de la pub, donc n'hésite pas. C'est vraiment, moi j'ai la double casquette, j'ai vraiment, je suis diplômée, j'ai vraiment toute cette expérience. On peut fournir la copie des diplômes, ce sont des vrais. Toute cette posture un peu thérapeutique, de savoir-être, écoute active, les techniques de sophrologie, et évidemment la casquette de comédienne, coach, enseignante, etc. Et donc les gens, ils viennent me voir pour un travail là-dessus. D'où le fait que mon auto-entreprise, même si elle est à mon nom, je l'ai appelée Inspiration. C'est qu'il y a vraiment le côté inspire, en mode on inspire, on se pose, on prend du recul aussi, et puis après on passe à l'action. Et c'est toujours très important en fait de passer à l'action parce que on peut être tout le temps dans la visualisation, dans la respiration, la méditation, mais on ne saura jamais où on en est si on n'en fait pas l'expérience. C'est comme prendre des cours toute l'année mais jamais faire de scène. Il faut se jauger, il faut se confronter au réel. Exactement. Ouais. Et il n'y a pas d'échec en fait. Vraiment, je ne sais plus exactement quelle citation c'était, mais en gros, un échec n'est pas un échec si tu en tires une leçon, si tu en tires une information en fait. Et c'est vraiment là où j'insiste sur très bien, il te faut X temps et c'est ok, il n'y a pas de problème pour arriver à mobiliser tes ressources. Donc c'est vraiment là où la sophrologie va venir renforcer tes points forts, tes ressources, pour te donner la confiance et la sécurité pour pouvoir agir après et
que l'impact du résultat, peu importe lequel, soit moins fort en fait qu'avant. Et c'est là où il y a tout un travail d'accompagnement individuel ou en groupe et que je trouve ça hyper intéressant en fait. Et puis après évidemment donc les personnes qui ont besoin d'un coaching prise de parole, c'est souvent avec un objectif bien précis, par exemple un podcast. J'avais une cliente qui était très timide. D'accord. Et pendant le confinement, en fait, elle voulait créer un podcast, sauf qu'elle était complètement paniquée à l'idée d'interviewer en fait les gens. Okay. Et comme toi, tu le fais très bien, mais c'est grâce à l'impro. Oh, merci. Non, j'ai été coaché par Sophro Coaching avant. Yeah. Mais tu vois, tu arrives très bien à rebondir sur certains mots-clés qui peuvent te permettre, tu vois, de créer une nouvelle question. Donc, tu es toujours dans le oui et en fait. Tu vois, tu écoutes ma réponse et puis tu rebondis pour amener sur un autre sujet, etc. Et elle, donc, du coup, tu l'avais aidé à la connexion, diminuer son angoisse, tout ça. Quoi. Et puis, à deux, on a fait quelques exercices d'impro, en fait. Après, j'adapte justement des exercices d'impro. On simule un entretien, on simule une présentation, des jeux avec des interprétations des émotions. Enfin, voilà, il y a vraiment... je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et en fait, naturellement, il y a eu de la demande... D'abord de mon premier cercle, des amis, qui savaient que j'avais ces deux casquettes-là et qui m'ont eux-mêmes en fait la demande. C'est comme ça que c'est devenu Sophro Coaching, parce que de plus en plus, pour eux, l'association de ces deux casquettes était hyper bénéfique. En fait. Donc clairement, c'est complémentaire. Ouais, voilà. Trop bien. Et toi, par rapport à l'impro, du coup, tu continues, tu es à fond dedans. Du coup, qu'est-ce que tu viens y piocher, on va dire, sur, je sais pas, cette année? Est-ce qu'il y a des axes où tu dis, bon, cette année, je vais plutôt avoir tel axe que je veux affiner, ou qu'est-ce que ça t'apporte encore, en fait, maintenant, après, je sais pas, des années d'impro? Ce serait plutôt des rencontres. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, Sophro Coach? C'est ça. Donc c'est plutôt des rencontres qui me permettent de me dépasser un peu. Je me souviens, donc là cet été, je me suis donné le challenge de faire un maestro. Je sais pas si tu connais. Je sais pas ce que c'est. C'est Keith Johnson qui a créé ce format-là d'impro où en fait... ce sont, je crois, à peu près 8 ou 10 improvisateurs en fait, qui font une sorte de compétition. Okay. Et donc on a chacun notre numéro. Oui. Et il y a 2 directeurs artistiques qui viennent donner les challenges de l'impro. Et c'est que des petits one-man shows en fait? Non, c'est des trucs en groupe où après on vote? En groupe. En fait, ils prennent au hasard, ils disent 8 et 2 en scène. Okay. Donc, du coup, on vient, ils donnent les contraintes. Et à la fin de la scène, le public va noter la scène. Okay. Il va donner soit de 1 à 5. Il va pas noter les joueurs, il va noter la contribution. C'est ça, il va noter la scène. Comme aux petites bastons joviales où on note la rencontre et pas les personnes. Il va plus noter la scène. Hein. Ok. Et à la fin, les joueurs qui étaient présents, on comptabilise les points. Et il y a 3 rounds. C'est-à-dire qu'à la fin du premier round, ceux qui ont le moins de points sont éliminés. D'accord. Et puis après, voilà. Et moi, je me souviens que j'avais un petit peu du mal avec ce format-là parce que tu peux arriver, jouer 10 minutes et après, ciao, en fait. Oh ouais, c'est rude, ça, c'est rude. C'est ça. Et j'étais un peu mal à l'aise avec le système de notation aussi. Donc je me suis confrontée à mon premier maestro il y a 8 ans et depuis, plus fait. Ah ouais? Ouais. Okay. Et là, je me suis dit, vas-y, refais. Et j'y suis allée justement avec un autre état d'esprit. Ouais, parce que là, il y a quand même beaucoup comparaison, on se fait noter. C'est ça. On se dit, bon, je mets sur la table ce que je veux et qui me sort du cœur, mais ça va être jugé explicitement. Voilà. Ouais. Voilà. Et en fait, je me suis mise dans un autre état d'esprit en mode, les notes, de toute façon, on s'en fiche. J'ai envie de prendre du plaisir, vraiment, à jouer, à rencontrer les gens. En plus, ce jour-là, il y avait des Suisses qui étaient là, c'était trop cool. Des Suisses allemands. Et voilà, je me suis vraiment mise en mode, va dans le moment présent.
l'objectif pour toi, c'est de prendre du plaisir, de rencontrer les gens, de créer du jeu, de faire des belles impros. Et puis le reste, tant pis en fait. Et t'es sorti au bout de 5 minutes. Non, c'est ça. Et merde. Et je suis arrivée en finale. Mais 5 minutes de... Ouais, bah, génial. Allez, je veux dire, même si 5 minutes, si c'est 5 minutes de plaisir, tant mieux. Quoi. C'est ça. Mais en tout bien. cas... Quand tu te préoccupais pas des notes, au moins, ça t'a permis d'aller loin. Et j'étais plus vraiment focus sur faire une belle rencontre, faire une belle impro, prendre du plaisir, vraiment prendre du plaisir. Mais je me le disais, tu vois, en mode auto-coaching, tu vois. Lâche, détache-toi en fait des notes, détache-toi de la compète, détache-toi de l'envie d'aller jusqu'au bout. Parce que, encore une fois, ça parle de quoi là? On fait un peu de psy, mais voilà, et j'avais envie de me lâcher la grappe et de me dire, ok, et puis si tu veux pas jusqu'au bout, c'est pas grave, au moins t'auras kiffé. Ouais, si t'as énormément kiffé tes 10 minutes et c'est tout, tant mieux. Mais quoi. c'est impressionnant, hein. C'est ouvert, hein. Tu peux le tester hein, si tu veux. Moi, je suis ouvert à beaucoup de il n'y a pas de niveau, et surtout ce qui est cool, donc ça c'est, je fais de la pub pour tout le monde, c'est Again Production qui organise ça. Donc voilà. Pour moi, ça fait partie des types de challenges que j'aimerais me donner pour cette année. Je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'aller un peu plus loin au niveau du chant. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des octaves que t'as pas encore ou des styles de musique que tu maîtrises pas assez. J'avais plus envie. En fait, j'ai l'impression, ça c'est peut-être moi qui me prends la tête, mais j'ai l'impression de chanter juste, mais de pas avoir de style. Pourquoi? Parce que tu fais du hardcore et du rap après et du classique d'un style de voix, tu vois, genre, je sais pas, Céline Dion, on reconnaît sa voix, on reconnaît un peu son style. Oui. Bon, je me compare pas du tout à Céline Dion, mais j'aspire pas à devenir Céline Dion. Céline Dion se compare à toi aussi, tu sais. Céline, bisous. En fait, j'ai l'impression d'avoir atteint à Avignon, ça m'a permis de me rendre compte de ça. J'ai atteint certaines limites et j'ai envie d'acquérir un petit peu plus justement de technique chant. D'accord. Donc je me suis inscrite à un cours de chant. Et là tu reprends du cours de chant alors que les derniers cours de chant que tu avais eu c'était au collège-lycée. C'est ça. Allez. Okay. Donc c'est mon challenge artistique que je me donne et puis peut-être si j'ai un peu de temps au prochain semestre, je voudrais aussi reprendre le théâtre, mais pour me remettre dans le texte. Parce que ça fait peut-être 5 ans que j'ai pas appris de texte et que j'ai plus travaillé le texte. Et je crois qu'il y a une partie de moi, justement, plus l'actrice comédienne, qui a envie d'aller là-dedans un peu plus. De pouvoir peaufiner, aiguiser un texte au moindre mot. C'est ça. Ouais. Et puis je suis quand même, à Avignon, j'ai fait de sacrées découvertes, quoi. J'ai vu de très beaux spectacles. Oui, tu avais le temps d'aller en voir aussi en plus de jouer le soir. Ouais. Donc voilà, je suis tombée sous le charme d'un metteur en scène et j'ai vu 3 de ses spectacles et là ça m'a quand même donné envie de remettre un pied dans le monde du théâtre ou peut-être du cinéma. Voilà. C'est quoi le nom du metteur en scène? Éric Bouvron. Ok. D'ailleurs, Éric, oh mon Dieu. Voilà. Mais ouais, très très beau spectacle. Je crois que ceux que j'ai vus, ils ne sont pas actuellement à Paris, mais il y en a un qui va faire une tournée dans toute la France, ça s'appelle Laurence d'Arabie. Oh. Okay. Voilà. Après, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire que c'est la mise en scène qui m'a charmée, mais ouais. Là, les 3, on reconnaît bien son style, j'aime beaucoup sa mise en scène. Très justement dans un mélange des genres, on est sur de l'interprétation, mais on est aussi sur du mouvement, un peu de la chorégraphie, il y a un peu de musique aussi, il y a des bruitages. Un peu de hip-hop. Non, c'est un nom de hip-hop, je connais ça du coup. Alors, je regarde. Mais en fait, ce truc de mélange de disciplines, j'aime beaucoup. En fait. Dans quelque chose qui est en mouvement en fait. Voilà. Ok. Ah génial, bientôt sur les planches pour du théâtre. J'aimerais bien. Un Super Saiyan 2 au niveau du chant. Hâte de voir ça. Ouais, aux caméras aussi, tu vois, je regarde beaucoup tes caméras. Mais c'est quelque chose qui me plairait bien, dans les challenges, tu vois, genre l'impro, c'est les rencontres, des petits défis, mais c'est vrai qu'en tant qu'interprète, j'aimerais bien, des petits jalons, tu dis bon là quand même j'ai envie de conquérir ce territoire.
Donc, on continue à se donner des challenges. Et dans les trucs que tu maîtrises, par exemple, sur je sais pas, de toute façon un cabaret ou un spectacle, c'est quoi la contrainte où, quand on l'annonce, tu te dis celle-là, les gars, c'est pour moi. Genre, c'est ta préférée et que tu te dis, celle-là, je la maîtrise sur le bout des doigts. Quand il y a une contrainte vraiment d'Alex, c'est laquelle? La comédie musicale, quoi, la chanter. Évidemment, la chanter en mode hip-hop. Je suis pas encore en train de maîtriser le rap ou le hip-hop, donc ça reste un challenge, mais je le fais. Par contre, la version comédie musicale Broadway, plutôt jazzy et tout, ça, ça c'est pour moi, je suis votre joker, je suis quoi. Ouais. Et t'as un personnage refuge, souvent, ou pas sur scène? Où tu te sens, tu retournes? Moi j'aime bien les personnages un peu de service. Ouais. Dernièrement, dans la plupart des anecdotes, on s'est retrouvés dans un avion et j'ai toujours fait l'hôtesse de l'air. C'était mon personnage en dessous. Oui, je m'en souviens en plus. Que vous alliez au Japon, je sais plus, pour Lucas ou autre chose. Oui, c'est ça. Donc, on est allé dans pas mal d'endroits. Donc, personnage ressources, des personnages de service, mais avec un petit côté absurde. Je me souviens d'un personnage d'un moment qui m'a bien fait marrer et qui a un peu déstabilisé mes partenaires de jeu. J'étais une serveuse dans un café et quelqu'un avait demandé un allongé et en fait je suis arrivée allongée. C'est con, mais dans la surprise ça passait bien. C'est pas habituel pour un garçon de café. Sinon c'est plutôt des trucs de service, pas forcément dans une posture basse. Par des postures hautes et basses. Mais je trouve que les personnages du quotidien peuvent amener justement un côté décalé très facilement en fait. Et je trouve que ça, dans la fonction de ce choix-là, déjà de 1, ça crée un décor, on est en train de faire vivre le lieu, et de 2, ça crée du jeu. Parce que en fait, au départ, quelqu'un qui est censé être figurant devient peut-être une source de réaction pour les personnages principaux. Et ça, j'aime bien faire ça. Est-ce que tu te souviens d'une scène ou d'un spectacle où vraiment, même si c'est improvisé, ça s'est vraiment pas passé comme prévu? Où t'as joué avec quelqu'un que tu connaissais pas du tout et c'est parti dans tous les sens, ou alors je sais pas, il y a eu un accident ou quelque chose qui t'a marqué, où tu t'es dit bon là on va faire avec ce qui se passe mais c'est vraiment le bordel, genre. Alors c'est pas forcément que c'était le bordel, mais c'était plus difficile. C'était un soir où il y avait que 4 personnes dans la salle. Oui. Dont 2 qui avaient l'air de se faire grave chier. Okay. Et donc toi t'es là face à ces personnes, t'essayes, parce que quand tu fais de l'impro t'attends quand même qu'il y ait une réaction du public, tu vois, c'est là où on dit on attend qu'il se passe quelque chose, mais là c'était laborieux. En fait j'avais l'impression d'être justement un casting, d'être jugée en fait. Et j'avais juste une envie, c'était de dire bon si ça vous emmerde on arrête quoi. j'avais vraiment cette partie de moi qui était là en mode c'est bon, si vous voulez pas faire d'efforts, moi non plus. Mais sophrologie, baguette magique, c'est ça, conscience et responsabilité de performeur, parce que show must go on quoi. J'ai continué et puis après ce qui était difficile c'est que j'ai ressenti que je continuais toute seule et c'était un des fameux jours où je me sentais pas en connexion avec mes partenaires. Et les autres t'ont un peu abandonné Ils m'ont pas abandonné, mais en fait chacun a fait son truc. Je pense que chacun a vécu la même chose que moi mais de manière individuelle, et on n'a pas cherché à se connecter pour finalement se dire mais on s'en fout du public. Nous on s'entraîne et on se fait rire entre nous et on s'en fout. On n'a pas réussi à faire ça en fait. Mais je pense que c'était qu'il y avait plein d'autres facteurs qui ont fait que on n'a pas réussi ce jour-là. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce qu'en fait j'ai perdu le plaisir de jouer. Et t'avais peur de monter sur scène les semaines d'après? Le lendemain. Dès le lendemain, dès le lendemain. Ça m'a fait peur parce que je crois que j'avais presque jamais ressenti ce sentiment de C'était il y a longtemps ça? C'était sur un truc chanté? C'était à Avignon. C'était à Avignon, ok. Donc après il y a le contexte aussi fatigant qui fait que c'est c'est pas possible que tous les soirs,
Mais ouais, c'est flippant de ressentir ça parce que tu te dis, ok, là j'ai touché un truc où même sans public, je ne prends même plus du plaisir à faire ce que j'ai toujours aimé faire en fait. Et ça, c'est flippant. Ça peut arriver des moments de creux. Oui, ouais, bien sûr. Faillible. Faut... Ah ouais. Mais voilà, cool. Quand t'as tes petits défauts de perfectionniste ou de performeur, voilà, encore une fois, la performance, ça a été troublant, déstabilisant, ouais. Mais après, pareil, la sophrologie, t'aides pas toujours à retenir tes états d'âme, mais parfois c'est bien justement d'évacuer, quoi, de laisser aller. Donc voilà, si on est émotif, on peut y aller. Et puis l'important, c'est aussi de communiquer, mais avec les autres, avec la troupe. De débriefer, désacraliser, désamorcer ce qui a pu se cristalliser. Exactement, de pas bien. Ouais. Okay. Et je trouve ça cool qu'on puisse le faire, que ça puisse être accueilli. Et que justement, quand tu le... Ça peut te servir dans toute la vie, dans toutes les situations. Tu vois, dès que tu le formules, ça permet déjà un petit peu de désamorcer en fait la pression. Tu poses les mots, tu le mets en dehors de toi. C'est ça. Ouais. Et donc après, après c'était bien. On a commencé à veiller un peu plus les uns sur les autres et on a retrouvé le lien. Ça c'était cool. Mais c'est vrai que c'est assez intime ce que je te dis là. Moi je coupe ce que tu veux, après je t'enverrai avant de publier. Mais oui, voilà. Enfin, si ça peut aider certaines personnes qui se sont senties... Voilà, je trouve que s'autoriser à ressentir les choses, à les exprimer et puis après à communiquer pour pouvoir avancer en fait. Voilà. Et puis si on s'aime au sein de la troupe, voilà, on va accepter les états d'âme et puis aller de l'avant, quoi. Pas prendre trop personnellement. Voilà. Okay. Bah ça aussi, si vous partez à Avignon, c'est une sacrée épreuve humaine. Ah bah oui, ça met au jour toutes les tensions. Ouais. Moi, l'image que j'ai, c'est les potes qui commencent à avoir des gosses et qui sont au bout de leur vie niveau fatigue. Et là, tu vois est-ce que vraiment ton couple y tient, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas un bébé qui va résoudre les problèmes de couple. Bah, je pense que si tu te dis, bon, ma troupe, là, elle est bancale, on va aller à Avignon pour se reconnecter. Je pense que vaut mieux y aller en se disant bon là on va vivre un moment vraiment intense et on va voir comment ça se passe quand même. Ouais, faut être cool. endurant. Ouais, c'est cool de toucher ce truc là en expérience d'équipe quoi. Trop bien. Alex, moi j'ai une dernière question. Oh mon Dieu. Oui. Alors quand c'était Flavien, je lui demandais on imagine qu'il avait une longue barbe blanche, mais toi je vais plutôt te dire. On imagine Alex à 80 ans au coin du feu et t'as des petites pattes de doigts et malicieuses, tu vois, et t'as tes arrière petits-enfants qui viennent te voir et qui te demandent mais mamie Alex, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner, on a envie de progresser en impro, et ça serait quoi les conseils de Alex au coin du feu? Wow. Pour des jeunes improvisateurs ou des improvisatrices plus confirmés. Tu peux en donner 2-3 si tu veux. Comme ça tu te dis pas il y en a un et ça va être gravé dans le marbre. Moi je dirais rester curieux. En fait, curieux et intéressez-vous à tout ce qui peut justement vous nourrir en tant que personne et tout ce qui peut vous servir en tant qu'artiste. Moi j'aime bien, petite parenthèse, j'aime bien demander, quand je fais connaissance avec de nouveaux élèves, justement, pas que s'ils ont de l'expérience en théâtre ou en impro, je leur demande s'ils ont une expérience des arts en général en fait. Okay. Parce que pour moi, tout est une source d'inspiration. Et donc rester inspiré, rester ouvert, parce que tout peut servir à développer peut-être un peu plus l'empathie aussi. Et cette qualité, en fait, l'empathie, l'ouverture,
vous permettre d'être un peu plus tolérant et de nourrir aussi vos personnages, vos histoires. Parce que si vous arrêtez qu'à ce que vous connaissez, ça peut très vite être restrictif. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Et puis, de vous à vous, encore une fois, moi je suis encore en plein processus, hein, mais apprenez à vous lâcher la grappe, quoi. Foutez-vous la paix et vivez, quoi. Vivez des choses, ressentez les choses, expérimentez des choses, en fait. Et si ça vous fait peur, c'est essayer d'interroger cette émotion, en fait. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? D'où elle vient? Et puis le pire qui peut arriver, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, c'est vraiment arriver à dépasser ça et voilà. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui, mais peut-être que demain tu me reposeras la même question, ce sera une autre réponse. Et c'est ça aussi le côté vivant, le côté impermanent des choses, des points de vue, de la vie, quoi. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce que la vieille Alex pourrait te dire. Peut-être que demain sera autre chose. Et c'est ok aussi. Et c'est ça, en fait, que je trouve beau, d'accepter l'impermanence des choses. Ça, c'est le côté Bouddha, mais... Enfin, voilà. Et ouais, de s'autoriser. Encore une fois, le mot autorise-toi. Et en ce moment, je suis un peu dans cette urgence de vivre. Voilà. Okay. Donc, vivez un maximum parce que voilà, du haut de mes 90 ans, j'ai pas l'impression d'avoir tout vécu et j'ai encore plein de choses à vivre. Donc, allez vous coucher maintenant. Merci beaucoup, Alex. Pour clôturer, est-ce que, alors comme tu n'as pas du tout eu l'occasion de le faire, est-ce que tu as de la pub à faire pour tes projets ou tes spectacles à venir? Je vais remettre un point d'orgue pour dire au cas où il y en a qui n'aient pas suivi. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant pour cette année 2022-2023? Ok, alors spectacle, il y a l'anecdote insolite avec un pro studio, il y a un pro story et un pro playlist avec la grimace, donc n'hésitez pas à liker la page Instagram de la grimace pour être au courant des actualités. Il y a résilience, voilà, et je vous donne toujours des cours chez un pro studio. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez prendre des cours et développer votre casquette d'improvisateur et improvisatrice. Et dans mes projets personnels, voilà, donc j'ai vraiment cette casquette de sophrologue, donc plutôt pour le mieux-être, et puis sophro-coaching plus dans l'aisance orale pour dépasser un peu cette timidité. Et c'est aussi très charmant, la timidité. Moi, je trouve ça très très mignon. Après, en fait, là où il faut se décider à peut-être changer quelque chose ou travailler autre chose, c'est quand ça commence à vous poser problème, en fait. Si ça vous empêche de faire les choses que vous voulez faire, ça bloque, voilà. Faut bouger le caillou, quoi. Plutôt quelqu'un de bienveillant et de doux et qui aime bien prendre son temps, en fait, pour poser les choses. Et donc ça, c'est pour le sophro-coaching. Et puis, j'ai toujours mes capacités, voilà, d'animatrice pédagogique, d'animatrice team building. Je me déplace, j'adore voyager. Franchement, un de mes rêves, ce serait justement de faire plein d'ateliers, soit animation de bien-être, soit animation ludique, soit justement coaching, et de faire ça dans le monde entier, en fait. Génial. Si seulement mon métier pouvait me faire voyager, ce serait ouf. Voilà. Bon, ça plaira pas aux écolos, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça aussi, les enfants, c'est quelque chose que vous devez accepter. Génial. C'est tout le bien qu'on souhaite de voyager, d'expérimenter tout ça. Merci beaucoup, Alex. C'est un grand plaisir de t'interviewer. C'était du coup Alex dans le canapé des coulisses. Trop